Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre dans l'équipe de recherche intitulée Savoir, rapport au savoir et processus de transmission. Par ailleurs, je suis à l'origine du réseau Cliopsy, un réseau de chercheurs qui soutient une approche clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation. Si on veut plus de détails sur ce réseau, on peut consulter le dossier Psychanalyse et éducation qui est paru dans le numéro 259 de la revue Le Carnet Psy, où nous avons tenté de décrire ce réseau et où vous pourrez lire plusieurs articles concernant les recherches dans notre réseau. Et notamment un article que j'ai écrit avec ma collègue Sophie Lerner-Sey à propos des dispositifs d'analyse des pratiques que j'anime. Dans ce cadre, je dirige aussi la revue du même nom, la revue Cliopsy, qui est diffusée par le portail Kern. On peut la consulter sur notre site ou un petit peu de publicité, adhérer à l'association Cliopsy, ce qui vous permet, si vous n'avez pas accès à Kern, de lire nos derniers numéros de la revue. J'aimerais rappeler que je suis venue invitée par Paul Marciano, que je salue et que je remercie pour cette nouvelle invitation. Je suis déjà venue à Marseille en 2017 pour évoquer les résultats de mes recherches sur les pratiques enseignantes dans le colloque de cette année-là. À l'époque, j'avais essayé d'esquisser une synthèse de mes résultats de recherche concernant les processus psychiques à l'œuvre dans les pratiques enseignantes, en tout cas ceux que j'avais pu repérer depuis la publication au PUF en 2001 de mon ouvrage Les enseignants entre plaisir et souffrance. J'avais alors montré la complexité de l'acte d'enseigner par lequel les enseignants ont à mettre en jeu jour après jour leur propre rapport au savoir, tout en se reliant aux élèves, pour engager ces derniers dans une dynamique d'apprentissage. J'avais aussi indiqué dans un deuxième temps, en 2017, qu'il était possible, dans la perspective clinique d'orientation psychanalytique que je soutiens, de mettre en œuvre des dispositifs d'élaboration de la pratique enseignante. Je les nomme des groupes d'analyse clinique des pratiques professionnelles. Ce sont des dispositifs qui sont en mesure d'aider les enseignants à occuper une position subjective un peu plus confortable, qu'ils soient débutants et qu'ils découvrent la réalité de terrain, ou même qu'ils soient expérimentés et qu'une forme de revitalisation de leur pratique soit devenue nécessaire face à l'émergence de nouvelles réalités sociales très difficiles. Je considère que ces espaces élaboratifs sont nécessaires, comme je l'ai développé dans mon ouvrage Au risque d'enseigner, qui a été aussi publié au PUF en 2013, et comme on l'envisage dans le dernier numéro de la revue Cliopsy, qui porte justement sur les dispositifs d'analyse des pratiques professionnelles. Donc, en lien avec ma proposition que j'avais faite il y a plusieurs mois à la demande de Paul Marciano, je partirai du récit d'éléments de mon histoire professionnelle pour explorer comment, à partir d'un traumatisme d'enfance, j'ai remanié les modalités de mon rapport au savoir ainsi que celles de mon rapport à la transmission. J'essaierai de raconter que ce n'est qu'avec le temps, à travers plusieurs moments d'élaboration, au cours de longues séquences thérapeutiques, que j'ai pu donner du sens à mon histoire. Je dirais comment cette compréhension progressive a transformé ma façon d'apprendre et surtout d'enseigner, ainsi que ma façon de transmettre. On pourrait dire que mon hypothèse actuelle, c'est que mes modalités de transmission relevaient pendant un certain temps de ce que j'appellerais une transmission répétition liée au traumatisme,
alors que j'ai développé plus tard une approche plus créative, j'espère plus vivante de la transmission. Dans la durée, j'ai ainsi pu transformer une partie de ma souffrance en plaisir de transmettre. En lien avec les questions du colloque de cette année 2026, je voudrais interroger de manière générique, tout en partant de mon histoire singulière, la manière dont un traumatisme d'enfance peut infléchir durablement chez un sujet son rapport au savoir et remanier en profondeur ses modalités de transmission. Et je vais organiser ma réflexion autour de deux questions qui me semblent inséparables et qui, je crois, traversent tout mon parcours, la question du temps et la question du savoir. C'est en effet à l'articulation de ces deux dimensions que s'est progressivement élaborée ma compréhension de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'ai transformé ou essayé de transformer dans mon travail de recherche et dans mes pratiques d'accompagnement, que ce soit de professionnels des métiers du lien ou d'apprentis chercheurs. Rien de ce que je vais avancer ici ne peut, me semble-t-il, être entendu sans une pensée de ce qu'on appelle en psychanalyse l'après-coup. Je reprends ici l'idée selon laquelle certains événements du présent nous conduisent à relire autrement nos souvenirs du passé. Autrement dit, il s'agit de l'hypothèse selon laquelle il faut 2 temps pour qu'une expérience traumatique puisse être reconnue comme telle dans une trajectoire subjective. Il faut même souvent bien davantage plusieurs reprises élaboratives de sa propre histoire, plusieurs remaniements psychiques à plusieurs moments de notre parcours avant de pouvoir construire ce que j'appellerais une historicité habitable de ce qui nous est arrivé. C'est en ce sens que l'invitation de Pierra Oulagné à se construire un passé, c'est le titre de l'un de ses articles majeurs qui a été republié en 2015 dans la revue Adolescence. Ce titre m'a toujours beaucoup parlé et son article, c'est un texte important de cette analyste où elle fait de la temporalité elle-même l'un des opérateurs majeurs du travail psychique. Si j'ai choisi de faire du temps un premier fil directeur, c'est parce qu'il me semble aujourd'hui que le traumatisme ne produit pas seulement une effraction chez le sujet, il désorganise sa temporalité. Il altère l'ordre chronologique, il introduit du blanc dans la mémoire et provoque des répétitions. Il maintient certains fragments psychiques à l'état non lié, clivé, on pourrait dire, et empêche qu'une expérience puisse prendre place dans une continuité narrative. C'est ce que j'ai pu expérimenter tout au long de mon parcours. Dans cette perspective, élaborer ne consiste pas seulement à se souvenir, mais à remettre du temps là où il y avait du figement, de la confusion ou de la compulsion de répétition. Le temps n'est donc pas ici une simple durée extérieure, il devient le nom même du travail psychique de transformation. Mais la temporalité ne suffit pas à elle seule à éclairer mon trajet. Il me faut aussi introduire la seconde question, celle du savoir, et plus précisément celle de mon rapport au savoir. Nous avons contribué à l'Université de Nanterre avec mes collègues aujourd'hui disparus, Jacques Bayrou et Nicole Mosconi, à élaborer la notion de rapport au savoir en la pensant dans le sillage de Jacques Lacan et de Pierre Aulagné comme un processus dynamique, créateur de savoir, très lié à l'histoire psychique du sujet, y compris dans sa dimension inconsciente, au sens de Freud, l'inconscient au sens de Freud. Dans cette perspective, le savoir n'est jamais seulement un ensemble de contenus objectivables, le rapport au savoir d'un sujet l'engage tout entier avec son histoire, ses désirs, ses défenses, son économie psychique, son rapport à l'environnement social et institutionnel.
C'est ainsi que la notion de savoir-couverture a pris sens pour moi. Avec le recul, il m'apparaît que mon investissement premier dans les mathématiques dites pures ne fut pas seulement un choix de la discipline que j'aurais à enseigner, puisque je suis devenue enseignante de mathématiques à l'université au sortir de mes études dans les années 60, encore moins le simple prolongement d'une réussite scolaire. Je crois, avec le recul, mais je l'ai compris bien plus tard, que ce choix était un choix psychique à mon insu. Je venais d'un parcours scolaire plutôt marqué par le sérieux, la discipline, la réussite, mais j'ai compris au fil du temps que ce savoir abstrait, les mathématiques, rigoureux et démonstratifs, tels que je les ai pratiqués, m'avait longtemps servi de protection contre une vie émotionnelle empêchée et contre une histoire intime restée silencieuse. Les mathématiques ont constitué pour moi une sorte de savoir protecteur, efficace, certes, dans la mesure où il me permettait de tenir à distance ce qui, sur le plan psychique, n'avait pas pu être ni symbolisé, ni partagé, et dans le même temps m'apporter une valorisation au plan scolaire et au plan social par la suite. Je ne rappellerai ici qu'un élément décisif, l'abus sexuel incestueux commis par mon grand-père paternel lorsque j'avais 8 ans et qui a duré dans le temps, et la réponse de ma mère, venue recouvrir ma tentative de parole par cet énoncé: il ne faut pas le dire si ce n'est pas vrai. Cette petite phrase, si brève en apparence, a introduit dans mon psychisme un doute radical, ou en tout cas une forme de disqualification quant à la légitimité de mes éprouvés. Je crois aujourd'hui, après tout un long parcours, que cet énoncé a pesé sur les modalités de mon rapport ultérieur au savoir, en le plaçant sous le signe de la preuve et de la démonstration, et au fond, en m'enjoignant de toujours chercher à établir que ce que je dis est bien vrai. Le savoir s'est alors trouvé investi comme garantie contre la disqualification interne de mon expérience vécue. De ce point de vue, la référence freudienne au souvenir écran m'a aidé à penser le statut de ce savoir. De la même façon qu'un souvenir écran recouvre un autre contenu psychique plus insupportable, les mathématiques ont fonctionné pour moi comme un savoir venant recouvrir autre chose, un savoir de couverture au service de ma dissociation interne. Une fois devenue adulte, ce savoir me permettait d'exister socialement, après avoir été la bonne élève attendue par mes parents, tout en tenant à l'écart une réalité psychique qui ne pouvait être accueillie. Il soutenait une forme de survie psychique, mais au prix d'un fort clivage à l'intérieur de moi. La notion de Winnicott de faux self me permet de préciser un peu cet état. J'ai tenté de transposer cette notion au soi élève, puis au soi étudiant. En effet, j'ai pu comprendre que mon adaptation au monde scolaire et universitaire masquait une sorte d'absence beaucoup plus profonde à moi-même. Je réussissais scolairement parlant, je répondais aux attentes des professeurs, mais je crois aujourd'hui que j'étais surtout dans le faire sans être véritablement dans l'être. Or, dans la perspective de Winnicott, le je suis devrait précéder le je fais, faute de quoi l'activité, même réussie, perd une part de sa portée subjectivante. J'ai donc pu penser que je m'étais construite en faux self scolaire. Une autre référence théorique m'a été précieuse, celle proposée par Sándor Ferenczi, qu'il nomme le nourrisson savant, le wise baby. Sous les apparences d'une adaptation brillante et précoce, peut se loger chez un sujet une organisation traumatique
marquée par la dissociation. Je crois bien que cette notion proposée par Ferenczi émanait de lui-même et que sans doute il parlait de lui en proposant cette idée. La mise en regard de cette figure ferencienne du nourrisson savant et du faux self proposé par Winnicott permet d'éclairer une même réalité clinique, à savoir qu'une compétence indéniable peut servir à protéger le sujet d'un effondrement plus profond. J'ai alors compris que le savoir mathématique qui avait été le mien était certes protecteur, mais peu vivant. Je me l'étais peu approprié subjectivement et il ouvrait moins vers une expérience de création que vers une logique de restitution maîtrisée. Ce qui est d'un grand secours si on veut enseigner cette matière, mais qui laisse absolument démuni quand il s'agira de faire de la recherche dans ce domaine. La question de l'appropriation subjective est centrale. Je m'appuie ici sur des textes de René Roussillon ou d'Albert Sicone et j'ai pu prendre conscience que les savoirs appris n'étaient pas nécessairement devenus pour moi des savoirs véritablement miens, véritablement appropriés. Ils avaient été incorporés comme des savoir-faire pour maîtriser des procédures, me donnant des réponses adéquates aux attentes du champ, mais ils n'avaient pas pris la forme d'un lieu d'invention personnelle. En ce sens, je pourrais dire qu'un savoir couverture relève d'un rapport au savoir où l'investissement de l'objet savant protège le sujet d'une confrontation plus vive à sa propre histoire et à sa propre énigme. Puis est venu pour moi le temps de l'enseignement, puisque ce sont les mathématiques que j'ai choisi d'enseigner. Je les ai enseignées à l'université au sortir de mes études, mais je les ai enseignées dans un premier temps en reproduisant pour une large part les modalités par lesquelles j'avais été moi-même formée. J'aidais les étudiants à entrer dans un savoir rendu obligatoire par l'institution, avec la conviction plus ou moins explicite que c'était pour leur bien. Dans les facultés de sciences où j'ai enseigné pendant plusieurs années, les choses allaient de soi, les étudiants venaient bien pour étudier les mathématiques, apprendre les mathématiques, et je les leur enseignais. Quand j'ai été recrutée à Nanterre en 1968, qui plus est, dans une faculté de sciences humaines, tout a basculé. Les étudiants, qui étaient là des étudiants de sciences humaines, pensaient qu'ils s'étaient débarrassés des mathématiques qui, pour beaucoup d'entre eux, les avaient entravés au cours de leur parcours scolaire. Et voilà qu'ils avaient à réussir des modules obligatoires de mathématiques pour les philosophes, de statistiques pour les étudiants en psychologie ou en sociologie. Du coup, l'idée d'enseigner les mathématiques pour leur bien est devenue une formule insupportable à mes propres oreilles, au fur et à mesure qu'elle se faisait l'écho d'une rationalisation déjà rencontrée au sein de la scène traumatique, celle où mon grand-père me répétait à l'envi que tout cela, c'était pour mon bien. C'est ici que Ferenczi, de nouveau, m'offre un appui décisif dans ma compréhension d'aujourd'hui. Dans son texte Princeps, Confusion des langues entre les adultes et l'enfant, un texte de la fin de sa vie de 1932, il montre comment l'enfant traumatisé, sans défense et asymétriquement exposé à l'adulte peut n'avoir d'autre recours que de s'identifier à l'agresseur, y compris d'intérioriser la culpabilité de l'agresseur pour son propre compte. C'est au travers du travail d'analyse de ma pratique enseignante, il se trouve que j'ai participé à un groupe Baline d'enseignants dans les années 70, que j'ai commencé à entrevoir que ma position d'enseignante pouvait être structurellement sous-tendue par quelque chose de cette logique. Sous couvert d'initier les étudiants à un savoir nécessaire, je répétais à mon insu
une position d'initiatrice qui portait la trace de l'expérience que j'avais subie. C'est là que la distinction proposée par René Caès entre transmission-répétition et transmission transitionnelle m'est apparue d'une très grande fécondité. Dans la transmission-répétition, quelque chose passe d'un sujet à l'autre, mais sans transformation suffisante. Ce qui se transmet demeure, on pourrait dire, à l'état brut, non métabolisé, et du coup conserve sa puissance traumatique. Dans la transmission dite transitionnelle, au contraire, s'ouvre un espace où les éléments reçus peuvent être recréés et donc appropriés dans un travail du JE, du sujet. Si je regarde rétrospectivement mon parcours, je dirais qu'une part considérable de mon travail psychique, théorique et professionnel a consisté à passer de l'une à l'autre de ces modalités de transmission. Toutefois, ce passage n'a pas été immédiat. Il a fallu d'abord un temps d'effondrement, y compris somatique, lorsque mon corps s'est mis à exprimer ce que ma pensée ne pouvait encore ni reconnaître ni symboliser, avant que je rencontre ma première psychanalyste, celle que j'appelle la dame dans le récit que j'en fais et qui est en cours de publication aujourd'hui sous le titre Le manuscrit de l'ombre et qui va être publié en mai aux éditions Amalthée. Il a fallu ensuite de longues séquences thérapeutiques pour que je reconnaisse progressivement la réalité de l'effraction traumatique contre les effets du déni parental et de la disqualification que j'avais intériorisée. La parole de cette analyste, la dame, comme je l'appelle dans ce manuscrit, me disant qu'il faudrait pour moi réécrire Freud à l'envers, a eu une portée subjective majeure, parce qu'elle signifiait qu'on ne pouvait rabattre mon vécu sur une seule dimension fantasmatique et qu'il fallait rendre sa place à la réalité de l'abus. Je n'entrerai pas ici dans le débat complexe qu'ouvre le soi-disant abandon de sa théorie de la séduction par Freud, ce qu'il écrit à son ami Fliss en 1897, mais je peux vous dire que pour moi, l'effet psychique fut considérable. Quelqu'un reconnaissait enfin qu'une effraction effective avait eu lieu dans la réalité. Il s'agissait d'un viol incestueux et non d'un fantasme. Et cette reconnaissance commençait à déplacer la honte, la folie elle-même changeait de camp. À partir de là, quelque chose d'une temporalité plus vivante a pu recommencer à circuler, là où régnait une sorte de figement traumatique. L'écriture a joué dans ce processus et par la suite un rôle tout à fait essentiel. Je ne la conçois pas simplement comme un moyen d'expression ou comme la mise en forme d'une élaboration déjà acquise. Elle a été pour moi un opérateur de temporalisation, un moyen de relier des fragments restés séparés, d'élaborer des après-coups et de transformer des traces disjointes en des récits cohérents et partageables. C'est en ce sens que j'ai pu attribuer à l'écriture une fonction traumatolytique, notamment dans l'expérience de la correspondance que j'ai entretenue avec mon ami écrivain et psychanalyste Frédéric Teilhard, une correspondance au cours de laquelle nous avons tenté de travailler notre rapport respectif à l'écriture, pour lui une écriture littéraire et pour moi une écriture scientifique, et ceci en lien avec nos traumas d'enfance respectifs. 2 volumes de cette correspondance ont été publiés chez l'Harmattan en 2017 et en 2021. C'est ainsi que l'écriture m'a permis de mieux percevoir un autre effet du traumatisme sur mon rapport au savoir, c'est-à-dire sur mon écriture. Celle-ci est restée très longtemps très démonstrative, saturée de preuves, comme si la nécessité d'être crue
imposer une compulsion à l'exactitude. Cette tendance que j'ai pu analyser comme la réédition du besoin d'établir la vérité de mon éprouvé éclaire rétrospectivement la forme même prise par toutes mes productions scientifiques. Ainsi, le travail sur le savoir ne portait pas seulement sur les contenus ou sur les objets de savoir, mais sur la modalité psychique de son énonciation. Le déplacement que j'ai effectué vers les sciences de l'éducation en devenant professeur dans cette discipline en 1991, après toutes les années passées à enseigner les mathématiques à l'université, a constitué une bifurcation majeure dans ma trajectoire. Au départ, lors de ma reprise d'études en sciences de l'éducation, il s'agissait pour moi de mieux penser l'enseignement des mathématiques pour des étudiants peu disposés à les recevoir. Mais ce changement de champ ou d'objet d'investissement a produit une crise beaucoup plus profonde chez moi parce qu'il me confrontait à un univers où les savoirs circulaient différemment. Ils circulaient à partir de l'expérience de chacun des étudiants, de leur histoire, des opinions et des questions qu'ils énonçaient. Et moi, qui savais si bien résoudre certains exercices de mathématiques, qui les enseignais d'ailleurs dans une autre partie de l'université, je me retrouvais dans les séminaires de sciences de l'éducation mutiques, dès lors qu'il fallait parler en son nom. Il faut dire qu'on était après 68 et que les cours à Nanterre étaient totalement non directifs, ce qui était à l'opposé de la manière dont j'avais reçu les cours de mathématiques à l'université à Toulouse. Il m'a fallu alors un autre long temps de travail psychique pour devenir véritablement chercheur, non plus en mathématiques, mais à propos de l'enseignement, au début des mathématiques, puis plus largement à propos des pratiques enseignantes, en choisissant une approche clinique d'orientation psychanalytique. Ce déplacement d'objets a profondément remanié mon économie psychique du savoir. Je suis passée d'un savoir supposé permanent, échangeable et objectivable à une pratique de recherche où l'énigme ne se laisse jamais entièrement réduire. J'ai dû apprendre à tolérer l'incertitude, l'ignorance, le non-savoir, voire l'errance comme composante inhérente du travail de recherche. C'est ici que la référence à Bion est devenue essentielle. En effet, Wilfred Bion, cet analyste anglais, nous aide à penser que l'enjeu n'est pas tellement de posséder un savoir que d'apprendre à connaître, c'est-à-dire de soutenir une relation vivante au connaître, ce qu'il désigne par le lien K-knowledge, ou qui est souvent traduit en français par le lien C-connaissance, le lien de connaissance. Cette perspective m'a conduite à distinguer peu à peu la pulsion de savoir de la pulsion de recherche. La pulsion de savoir, telle qu'on peut la découvrir chez Freud, conserve une dimension de maîtrise et de retrouvailles d'un objet supposé caché, alors que, telle que je conçois la pulsion de recherche, c'est plutôt l'idée d'une sorte d'inachèvement de la quête et, du coup, le plaisir est alors déplacé vers le mouvement même de chercher, vers la démarche, non pas vers la réponse, mais vers la voie de recherche. La question est plus importante que la réponse, ou en tout cas, toute réponse prématurée ferme la question. Je crois qu'une part importante du travail psychique que j'ai accompli à cette époque-là auprès de Salomon Resnick, un analyste d'origine argentine qui nous a quittés en 2017, lors de mes longues séances thérapeutiques dans ces groupes, a permis de libérer en moi cette pulsion de recherche qui avait longtemps été entravée par la nécessité défensive de survivre.
Dans l'atmosphère transférentielle de ces groupes thérapeutiques, j'ai le sentiment d'avoir reçu non seulement un réapprentissage du lien, mais aussi une autorisation plus profonde à penser par moi-même. J'ai pu retrouver quelque chose comme un grand-père saint, c'est-à-dire une figure de transmission non pervertie, qui me réinscrivait comme sujet dans une filiation théorique et symbolique vivable. On peut lire le texte que j'ai écrit en son hommage dans l'ouvrage qui lui a été consacré après sa disparition, sous la direction de Martin Reca. Bien sûr, je pourrais vous fournir toutes ces références bibliographiques après mon exposé. C'est là qu'a pu se libérer ma pulsion de recherche. J'ai pu rejoindre ce que Bernard Gold s'appelle le bébé chercheur, le bébé explorateur du monde. Euh, le passage de ce savoir couverture à un travail de recherche a restauré ma capacité exploratoire. À partir du moment où ce mouvement de recherche s'est libéré, ma manière de transmettre a changé. Je me suis davantage préoccupée de transmission que d'enseignement. On pourra revenir sur cette distinction. Cette transmission ne pouvait plus être conçue comme le simple passage, voilà, je crois que je m'explique là, d'objet de savoir d'un sujet à un autre. Il m'était devenu évident qu'un enseignant transmet avant tout non pas les savoirs que notre enseignant transmet, mais son propre rapport au savoir qu'il enseigne. Autrement dit, il transmet aussi bien la part vivante et créatrice de ce rapport que ses impensés, ses traumatismes et ses enquistements. Bien sûr, tout cela à son insu. C'est sur ce point que mes recherches sur les pratiques enseignantes ont pris leur orientation la plus nette. Il ne s'agit pas de pathologiser la situation d'enseignement, pas du tout, bien au contraire, mais de prendre au sérieux le fait qu'un professionnel des métiers du lien, et je considère qu'un enseignant a affaire avec l'instauration de liens avec ses élèves, avec un groupe d'élèves, utilise toujours d'une manière ou d'une autre son propre appareil psychique dans la relation professionnelle. Dès lors, lorsque le travail psychique qui sous-tend les modalités de son lien didactique et de son rapport au savoir qu'il transmet n'a pas été suffisamment élaboré, ce sont souvent les élèves, les étudiants ou les formés, s'il s'agit d'un formateur, qui risquent d'en supporter le coût. C'est pour cette raison que j'ai développé des dispositifs d'analyse clinique de la pratique inspirés entre autres des groupes Balint et inscrits dans ce que j'appelle aujourd'hui une clinique des liens professionnels. On peut à ce sujet écouter le podcast produit par la plateforme Kern à partir de l'enregistrement d'un entretien que je leur ai accordé sur cette forme de clinique, une clinique des liens professionnels. L'enjeu n'est pas seulement de former, mais de prendre soin en quelque sorte de l'espace professionnel au sens où il s'agit d'aider les professionnels à reconnaître ce qu'ils rejouent d'eux-mêmes dans leur pratique afin de s'en dégager un tout petit peu. La référence à Paul-Claude Racamier m'a ici beaucoup soutenu, notamment lorsqu'il souligne que le travail psychique, qui n'est pas fait par les uns, incombe aux autres au sein d'une situation systémique, comme peut l'être une famille, ici, comme peut l'être aussi une classe. Cette proposition prend dans le champ de l'enseignement une portée considérable à mon sens. Si l'enseignant, pardon, si l'enseignant n'élucide pas suffisamment les ressorts psychiques qui sous-tendent son choix du savoir qu'il enseigne et les modalités de son rapport à ce savoir, l'élève risque d'en payer le prix. La temporalité redevient ici décisive. On ne transforme ni son rapport au savoir, ni sa posture de transmission en une séance, et encore moins par simple injonction pédagogique. Il y faut du temps
pour que les répétitions deviennent pensables, pour que le sujet supporte de ne pas savoir immédiatement et pour qu'émerge une autre manière d'habiter la relation professionnelle. C'est dans ce cadre que la notion bionienne de capacité négative a pris pour moi une valeur opératoire centrale. Soutenir une capacité négative, c'est pouvoir demeurer pendant un certain temps dans le doute, dans le non-savoir, dans l'incompréhension, sans se précipiter vers des réponses prématurées qui viendraient clore trop vite de possibles élaborations. Une telle position est exigeante, mais elle m'est apparue indispensable pour accompagner aussi bien les praticiens dans l'analyse de leurs pratiques que les doctorants que j'ai eu accompagnés dans leur devenir de chercheurs. Transmettre devient alors moins un acte de délivrance de contenu qu'un acte d'accompagnement du temps psychique de l'autre. Accompagner, c'est soutenir l'émergence d'une pensée sans forcer, sans saturer, sans coloniser l'espace de l'autre avec des réponses toutes prêtes. C'est pourquoi je dirais aujourd'hui que transmettre n'est pas imposer sa manière de se relier au savoir. Transmettre, dans sa dimension la plus féconde, consiste à rendre possible une transformation de ce qui est reçu, de telle sorte que le sujet destinataire puisse en faire quelque chose qui lui appartienne. Je retrouve ici, autrement formulée, la perspective de KS. Une transmission ne devient vivante que si elle est suffisamment transformable pour devenir créatrice chez celui qui la reçoit. La transitionnalité de la transmission ne désigne donc pas un adoucissement psychologique de la relation pédagogique, mais une condition de subjectivation du savoir. Si je tente de ressaisir l'ensemble de mon trajet, je pourrais vous dire que je suis passée par plusieurs âges du savoir. Il y a eu d'abord le savoir couverture, protecteur mais défensif, adossé à une organisation dissociative, puis un savoir de reproduction, plus maîtrisé que vivant, encore pris dans dans une transmission répétitive, puis le temps beaucoup plus long d'un savoir en travail, ouvert à la recherche, à l'incertitude et à la transformation. Enfin, s'est esquissée beaucoup plus tard une transmission plus transitionnelle, plus vivante, où il s'est agi d'accompagner l'autre sur sa propre voie d'appropriation. Je ne dirais pas pour autant qu'un traumatisme se dépasse simplement. Je ne crois pas qu'il suffise de tourner une page. En revanche, je crois qu'avec du temps, avec l'aide du travail psychanalytique, de l'écriture, de l'activité de recherche et avec des rencontres théoriques décisives, en tout cas pour moi, quelque chose a pu se déplacer de la répétition vers la création. C'est sans doute ce déplacement que François Ansarmé aide à penser lorsqu'il distingue pour le traumatisme trois temps. Le temps de l'effraction, puis celui de l'éternisation du traumatisme dans une position de victime, puis un troisième temps, celui d'une sortie possible par une reprise créative de ce qui avait été mis en jeu par la contingence traumatique. Si je peux aujourd'hui prendre la parole publiquement sur ces questions, ce n'est ni dans une posture revendicative, ni dans la seule visée d'un dévoilement autobiographique, c'est parce qu'il me paraît important de montrer que le trauma s'infiltre non seulement dans la vie intime du sujet, mais aussi dans toute sa vie professionnelle, jusque dans ses créations théoriques, ses choix disciplinaires, ses styles d'écriture et ses modalités de transmission. C'est parce qu'il me semble que reconnaître cette imbrication n'ouvre pas nécessairement sur une place de victime, mais peut au contraire réouvrir un espace de liberté, de responsabilité et de désir. Accepter son histoire ne signifie pas la cautionner ni la répéter. Cela peut signifier, plus modestement mais plus radicalement, peut-être, se dégager un peu de son emprise
pour transformer ce qui demandait encore à être pensé. Pour terminer, je dirais que ce que mon parcours m'a appris tient peut-être en ceci. Un savoir vivant est un savoir remanié par l'expérience, travaillé par la temporalité, traversé par l'énigme et soutenu par la capacité de demeurer en recherche. Et une transmission féconde est celle qui ne cherche pas d'abord à faire entrer l'autre dans un savoir déjà clos, mais qui lui permet d'habiter à son tour un mouvement de pensée. C'est du moins ce que j'ai essayé au fil de ce long chemin d'élucider pour mon propre compte, d'élaborer, puis de transmettre. Je vous remercie de votre attention. L'enregistrement court encore, hein, pour couper la vidéo. On a encore enregistré, vous n'avez pas arrêté vous avez pas arrêté Ici. ah si, moi ça marquait qu'elle enregistrait toujours. Ah, Ah. ok, bah si vous avez arrêté.